terroristes, le cerveau. Le débat du Grand Direct, on va s'intéresser à la situation au Nigeria dans un instant, mais tout d'abord l'actualité commandant ce qui se passe en Belgique. On va évoquer donc cette opération antiterroriste d'envergure qui aurait fait au moins 3 morts à Verviers. On est avec 2 experts justement militaires et sécurité ce soir, et ça tombe bien. Bonsoir Jacques Neria. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Vous connaissez bien la Belgique tous les deux. Jacques Neria, vous y avez exercé. Est-ce que vous êtes surpris justement? Il y a eu, évidemment, l'actualité nous l'a rappelé ces derniers mois, beaucoup de connexions entre les djihadistes de France et de Belgique. Écoutez, l'attaque contre le musée juif ne fait qu'illustrer qu'en fait que le phénomène en Belgique, c'était une question de temps, tout simplement pour que ça éclate. Si vous vous promenez à Bruxelles, il y a des quartiers entiers qui sont tout simplement des quartiers arabes et non plus les Belges ont tout simplement déguerpi, ils ont fui ces quartiers-là. Et là, je dirais, c'est le nid qui abreuve, je dirais, qui abreuve le moulin du djihadisme en Europe. C'est la Belgique étant, je dirais, un centre nerveux de communication entre le nord de l'Europe et la France. Donc c'est l'endroit où les djihadistes trouvent le plus facile de transiter et de se fournir en armes. On a bien vu que c'était un Belge qui a fourni les armes aux frères Kouachi et à Koulibaly. Donc ça ne nous étonne pas. Le fait, ce qui s'est passé, c'est que sans doute les Français ont fait parvenir aux Belges des renseignements pointus concernant certaines cellules qui sont actives là-bas, et les Belges, par une action préemptive, ont tout simplement attaqué à Verviers une cellule, et naturellement, il y a le phénomène du métro, c'est une autre affaire. Alors, on n'a pas encore de détails trop sur ce qui s'est passé dans le métro, mais un homme aurait été arrêté. Mais pour ce qui s'est passé à Verviers, donc 3 djihadistes qui revenaient de Syrie, Olivier Rafovitch, qui ont été tués. Il y aurait des centaines de Belges, en fait, comme l'a dit Jacques Neria, des centaines de citoyens belges chez Daesh aujourd'hui, qui sont au combat, qui sont aguerris, qui sont là-bas, qui reviennent en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Et comme l'a dit Jacques Neria, c'est vraiment un centre névralgique, c'est également un centre de passage, et c'est un peu le ventre mou aussi, il faut aussi le dire, pendant pas mal d'années, de cette Europe sécuritaire qui a du mal avec Bruxelles, avec ce centre européen, de véritablement mener des actions de fond. Il y a des quartiers à Bruxelles, également à Anvers, qui sont islamisés, qui sont islamistes, vraiment, véritablement. Et je crois qu'aujourd'hui, le contre-coup des attentats dramatiques en France, l'attentat du musée de Bruxelles, et puis maintenant, une conjonction d'intérêts en Europe fait que les États européens doivent montrer des résultats concrets à leur population et également arrêter les réseaux. Mais 1500 Français en Irak et en Syrie chez Daesh. 300, 500 Belges de Daesh également en Irak et en Syrie, avec des contrôles difficiles aux arrivées. Il y a véritablement une passoire, c'est le terme je crois, une passoire qui existe. Ça c'est la conséquence de l'Europe, de l'abolition des frontières. C'est la conséquence de Schengen. Ouais. Ça c'est Schengen qui profite aux djihadistes. Et cette passoire-là, voilà, elle est utilisée, elle est manipulée. Il faut savoir que les djihadistes ne sont pas des idiots. Ce sont des gens extrêmement sophistiqués, intelligents, qui connaissent parfaitement les règles et les failles de ce système-là. Et avant de passer à l'action, avant de sortir d'un pays ou d'y rentrer, ils essayent de savoir de quelle manière on va rentrer. Par le train, par l'avion, par le bateau. Et le fait que cette Europe se veuille une Europe libre, de passage libre, eh bien, elle est devenue aujourd'hui un centre, malheureusement, où des centaines, des milliers de djihadistes reviennent du Moyen-Orient, partent également au Moyen-Orient. Peut-être les Turcs parfois les arrêtent ou les bloquent ou donnent l'information. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a cette faille qui est monumentale et qui va provoquer encore d'autres attentats. Il faut regarder de très près la propagande de l'État islamique par l'intermédiaire je dirais, d'un journal, d'un magazine qu'il publie, Dabiq, qui s'appelle Dabiq. Et là-bas, ils disent très clairement, si jamais les autorités en Europe vous empêchent d'arriver et de faire votre djihad en Irak et en Syrie, vous le ferez sur place. Donc on a parlé sur ce plateau du fait que l'Europe était noyautée. Regardez, en moins de 2 semaines, nous avons déjà 2 cellules. Une qui était à Paris, une autre qui se retrouve à Verviers. Une à Madrid aussi. Et une à Madrid. Donc on retrouvera ça au fur et à mesure que l'État islamique voudra venger
entre guillemets, l'intervention militaire européenne ou occidentale contre ces bases en Irak et en Syrie. Alors on a vu que les armes qui ont servi aux attaques de Vincennes et de Charlie Hebdo auraient peut-être été justement achetées en Belgique. Est-ce que ça peut être aussi peut-être le lien ce soir qui est fait avec... Certainement un des liens. Il faut savoir que les armes qui ont été achetées l'ont été achetées pour moins de 5 000 euros. Pour moins de 5 000 euros, on peut faire une action stratégique de grande envergure et déstabiliser toute la France et ensanglanter Paris et faire que l'Europe est sur le pied de guerre avec un réseau relativement simple. Encore une fois, au niveau de la structure, c'est peut-être quelques dizaines de personnes, quelques milliers d'euros pour acheter donc les armes de guerre qui circulent librement. Il faut savoir qu'en Europe, on peut acheter aujourd'hui n'importe quoi et tout. Du lance-roquettes, des mitrailleuses lourdes, des mitrailleuses un peu moins lourdes, tout sur le... Et cela provient du fait que l'Europe s'est élargie. Donc l'Europe contient aujourd'hui des pays qui étaient à l'époque, qui appartenaient, je dirais, à l'Europe de l'Est, mais qui ont des industries militaires et qui sont aujourd'hui à bout de fonds et qui sont prêts à vendre à n'importe quel prix. Donc ces armes que nous avons vues, les Kalachnikov, ce sont des armes pointus qui proviennent sans doute ou de Pologne ou bien de Bulgarie. C'est peut-être même de Croatie. Donc je dirais, le système est tout à fait, je dirais, coordonné. Les deux bords de la Méditerranée travaillent avec un travail intense de coordination. Les réseaux sont tout simplement existent et travaillent, je dirais, parallèlement et en coordination complète. Daesh et Djihad islamique, Daesh et AQMI, Daesh et le MNLA de Mukhtar Belmokhtar, avec Boko Haram, avec le Shabab, tout cela, je dirais, c'est une société œcuménique de djihadisme. Alors justement, on va parler de Boko Haram, puisque c'était le thème de ce débat, mais il y a eu évidemment cette actualité qui bouleverse une nouvelle fois la donne. On va s'intéresser donc à Boko Haram, qui a annoncé, en tout cas dont des ONG annoncent cette semaine une série de massacres sans précédent. Peut-on laisser faire? Comment arrêter justement cette situation qui est en pleine dérive donc dans le nord-est du Nigeria? C'est aussi la question qu'on vous a posée via le site internet i24news.tv. Comment combattre ces idéologies radicales? Et on va voir les réponses justement apportées avec vous. Leslie Rezouk, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ce mois de janvier a vu une vague d'attentats ébranler de nombreux pays, du Pakistan à la France en passant par le Nigeria. Ces attaques sanglantes perpétrées au nom de l'islam radical ont fait de nombreux morts. Elles révèlent la popularité grandissante de certaines idées extrémistes au sein d'une frange de la population, un phénomène que tâchent désespérément d'endiguer les autorités. Et c'est donc dans ce contexte que nous allons poser cette question à nos internautes. Est-il possible de combattre l'idéologie qui nourrit le terrorisme? Alors je vous propose de regarder ensemble les résultats de notre sondage. Résultat très mitigé, 49% de oui et 47% de non. Une très légère minorité de nos votants considèrent que la propagation des idées islamistes ne peut pas être combattue par les États. Le terrorisme qui en découle est donc pour eux une conséquence inéluctable. Pour roaster notre premier internaute, eh bien cette idéologie meurtrière est devenue monnaie courante dans certaines régions du monde. Il faut avant tout mener des actions concrètes plutôt que de se battre sur le terrain des idées. Un argument auquel adhère Charles Patin, notre second internaute. Tenter de se battre contre ces idées est une bataille perdue d'avance. Le développement des sites internet islamistes, la communication de pointe des salafistes fascine une partie de la jeunesse. La démocratie recule chaque jour un peu plus, conclut-il. Un constat défaitiste que refuse l'autre moitié de nos internautes. Pour Atali Mbongo, comme vous le voyez ici, eh bien il faut d'abord combattre la pauvreté car elle est l'une des principales causes du terrorisme. Enfin, pour Bernard L, eh bien il ne faut pas laisser tomber ceux qui se laissent séduire par ces idées extrémistes. C'est aux États de droit de tout faire pour les ramener à la raison. Proposer une alternative à ces idéologies dangereuses pourra permettre d'arrêter à terme les attentats. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et puis voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezouk. Alors même si cela se passe très loin, en tout cas géographiquement, de l'Europe, on peut dire, vous l'avez dit vous-même, Jacques Neria et Olivier Rafovitch, qu'il y a un lien évidemment entre tous ces groupes islamistes qui sévissent à la fois au Moyen-Orient, en Europe et en Syrie. Je signale donc à l'instant, on annonce qu'à Bruxelles, une alerte à la bombe a eu lieu au siège de la police fédérale belge et que le bâtiment a dû être évacué. Pas d'autres précisions pour l'instant. Mais donc, pour ce qui est de Boko Haram, Olivier Rafovitch, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, on voit bien que le Nigeria, là, aujourd'hui, se sent complètement isolé pour lutter contre ce Je voudrais rappeler un instant aux spectateurs, le Boko Haram, c'est
une appellation qui veut dire que tout ce qui est occidental, l'éducation occidentale, est interdite par ce groupe d'obédience islamiste intégriste, certainement lié maintenant à AQMI, au djihad mondial, et maintenant, je crois qu'il a prêté même allégeance donc, à Daesh. Il est surarmé, c'est des dizaines de milliers de membres armés qui massacrent des milliers de paysans, de villageois dans le nord, qui ont également touché il n'y a pas très longtemps Abuja, donc la capitale fédérale du Nigeria. C'est le plus grand pays d'Afrique, il ne faut pas oublier, le plus grand pays d'Afrique en population, et une puissance régionale au niveau du pétrole et au niveau militaire. Un pays qui aujourd'hui ne sait pas quoi faire, n'arrive pas à arrêter cette vague de violence qui d'ailleurs dépasse le Nigeria pour également toucher le Cameroun et des pays aux alentours du Nigeria. Là aussi, il y aurait besoin d'une coalition internationale qui s'était mise en place avec quelques opérations comme la France avec l'opération Barkhane, qui est également liée à une opération antiterroriste. Mais là, c'est pas un groupe terroriste. Là, on parle d'une armée terroriste, véritablement d'une armée terroriste qui met en danger l'État du Nigeria, qui met en danger la stabilité du régime de Goodluck Jonathan et qui, je crois, qui va obliger les grandes puissances à intervenir. C'est la solution pour vous, Jacques Neria, aujourd'hui, il n'y a plus que ça à faire. Il faut que les Américains, les Européens... Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique au Nigeria pour combattre le terrorisme. Cette volonté n'existe presque pas. Au nord-est du pays, c'est le nord-est musulman, il y a des fonctionnaires, il y a des gouverneurs, il y a des officiers, des officiers qui sont tout simplement, qui collaborent ouvertement et pleinement avec Boko Haram. Garde-moi mes intérêts, je ne ferai rien contre toi. Le fait est là. Je vous rappelle, le Nigeria a annoncé il y a quelques mois la mort de Shekau, donc soi-disant qu'il a été tué par des commandos de l'armée nigériane. Le Nigeria est un pays en cavale. C'est un pays qui, tout simplement, qui trouve une difficulté aujourd'hui de garder son unité. Le Goodluck Jonathan, dont les ennemis appellent Bad Luck Jonathan, a tout simplement accentué, je dirais, le schisme entre le nord et le sud chrétien, et en tout simplement disant: écoutez, tant que vous n'attaquez pas dans le sud chrétien, ce qui se passe au nord ne m'intéresse pas. Donc il a essayé plus ou moins de nommer le chef je dirais du service d'évaluation nationale Dasuki, qui est le petit-fils du sultan de Sokoto au nord. Ça n'a pas marché. Le ministre de la Défense, qui est entré dans ses fonctions il y a quelques mois, s'est trouvé sans budget parce que le président avait décidé de distribuer le budget directement au chef de division et au chef des armées. Donc je dirais, il n'y a pas d'ordre dans le Nigeria, et ce manque d'ordre profite aux djihadistes, à Boko Haram. Et Boko Haram, c'est tout simplement, depuis 2009, est en train de se venger contre l'État nigérian, qui d'ailleurs, à l'époque, a massacré plus de 900 de ses combattants. Et Shekau, qui avait été laissé pour mort, avait reçu une balle dans la hanche. C'est tout simplement c'est traité, et tout simplement est en train les représailles sont terribles. Il y a des photos aériennes qui ont été prises du côté de Borno, de Baga, dans le nord-est. C'est tout simplement des milliers de bâtiments, des milliers d'habitations qui ont été détruites et brûlées. Et il y a des dizaines de milliers de gens qui ont été déplacés. Je pense également que ce qui se passe au Nigeria, comme d'ailleurs ce qui s'est passé au départ en Irak et en Syrie, était au départ pour le monde un événement lointain, qui ne touchait pas les intérêts du monde et qui pouvait continuer à se passer tant que les choses se passaient là-bas. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une globalisation du monde. Le monde se rapetit, c'est un village, un petit village. Et le Nigeria avec Boko Haram, Daesh avec la Syrie et l'Irak, c'est le même problème aujourd'hui pour le monde. Le monde doit aujourd'hui voir Daesh et Boko Haram de la même manière. On ne peut plus se permettre, si on est l'Occident qui est en guerre, attaqué par une offensive du djihad mondial, on ne peut pas continuer à voir ces choses se développer comme des monstres. Ce sont des choses qui ont commencé petits, comme à l'époque le Hezbollah, qui deviennent des monstres à plusieurs têtes, avec comme des hydres comme ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la situation fait que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, évidemment d'autres pays, les pays arabes modérés, doivent se réunir, et en Afrique bien sûr, doivent se réunir dans une volonté, ce qu'a dit ici Jacques Neria, une vraie volonté politique, mais aussi militaire et sécuritaire, et dans le renseignement coordonné, pour faire face à cela. Sinon, il va y avoir un glissement de tous ces djihad, vraiment un glissement de tous ces djihad en Afrique, bien entendu, mais l'Afrique est proche de l'Europe. Vous savez qu'en face de l'Europe, c'est l'Afrique. Le problème avec tout ça, c'est que tout simplement, les Britanniques, les Américains, les Français ont face aux Nigérians,
qui sont, je dirais, c'est une mentalité différente. C'est vrai. Ce sont des gens qui s'attendent à ce que vous fassiez leur travail. Tout d'un coup, on voit un commando britannique essayer de libérer des otages. Alors l'otage italien est tué, l'Italie se plaint. Je dirais, c'est un désordre qui n'y a même pas d'ordre. C'est un chaos. C'est un chaos tout simplement qui, pour l'instant, qui survit parce que le Nigeria est un grand pays, parce que le Nigeria est 160 millions et parce que les événements se passent au nord-est, loin d'Abuja. Voilà, donc ce qu'on peut dire ce soir, évidemment, on a aussi suivi ce qui se passait en Belgique. On va peut-être vous montrer d'ailleurs des images en direct qui nous arrivent de Bruxelles. Vous le voyez, donc tout un quartier bouclé et le siège de la police fédérale belge évacué ce soir en raison d'une alerte à la bombe. Mais il y a eu surtout cette opération antiterroriste à Verviers qui a donc vu la mort de 3 djihadistes qui venaient de revenir de Syrie. Plus de précisions à venir. Et puis dans un instant, le témoignage émouvant, celui de la fiancée de l'une des victimes de l'attentat de Vincennes. Elle sera dans ce studio pour témoigner. Merci à vous Jacques Neria, merci Olivier Rafovitch. Dans un instant, l'invité.